Bonjour les sixièmes, c'est Monsieur Marié. Je vous fais du coup des petites capsules audio, je vais essayer de vous en faire une par semaine, histoire de vous expliquer un petit peu l'enseignement à distance. Avant de commencer à faire cette capsule audio, j'aimerais tout d'abord déjà vous remercier d'avoir bien suivi les cours durant la semaine qui vient de se dérouler. Vous remercier aussi pour tous ceux qui n'ont pas hésité à m'écrire des messages lorsqu'ils avaient des questions, lorsqu'ils avaient des problèmes. Je vous encourage à continuer. C'est-à-dire que s'il y a le moindre souci, ne pas hésiter à m'écrire, parce que j'essaye de vous répondre au plus vite. Je tiens aussi à remercier tous les groupes qui ont rendu le travail, qui sera corrigé dans les semaines qui viennent. Alors, du coup, cette semaine, ce qu'on a étudié, c'était le néolithique. On a fait le bilan, du coup, sur le cours du moins le bilan du travail que vous auriez dû faire en classe. Donc il y a une partie des classes qui vous aviez déjà bien avancé. Donc ça c'est tant mieux parce que vous avez pu du coup travailler et beaucoup mieux comprendre. Et je suis désolé, il y a deux autres classes qui ont eu un petit peu moins de temps sur ce travail. Donc donc c'est pour ça qu'il faut bien suivre le cours, bien suivre la leçon pour essayer de pas être perdu dessus. J'espère que vous avez tous bien pris la fiche. Donc je vous ai fait une fiche pour le bilan, une fiche qui est composé d'une carte mentale, d'un schéma en fait qui va permettre de résumer tout ce qu'il faut savoir sur le néolithique. Le premier élément de cette fiche, c'est la définition déjà. Donc le néolithique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vous rappelle que le néolithique, du coup, c'est cette deuxième partie de la préhistoire. En début d'année, on avait vu le paléolithique, la première partie de la préhistoire, très très longue période, moins 3 millions d'années jusqu'à peu près moins 10 000. Et là, on étudie la deuxième et dernière partie de la préhistoire qu'on appelle le néolithique. C'est une période de changement très très important. La vie des hommes va complètement être bouleversée. Et l'objectif du cours, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vient en fait bouleverser la vie des hommes. Qu'est-ce qui vient changer la vie des hommes. Donc pour comprendre, on va prendre la carte mentale qu'on a juste en dessous. Le premier élément important à voir, c'est déjà de comprendre ce néolithique, cette nouvelle période, où est-ce qu'elle apparaît? Quand est-ce qu'elle apparaît? Alors si vous prenez votre manuel page 38-39, vous avez deux cartes qui viennent en fait vous aider à comprendre. Cette période si vous regardez le document 2, page 38, vous allez pouvoir voir que le néolithique, il débute dans un endroit très particulier. Dans une zone qu'on avait déjà vue en début d'année, qu'on appelle le Proche-Orient. J'espère que vous voyez tous, le Proche-Orient, c'est à l'est de la carte que vous avez, c'est à l'est de la Méditerranée. Si vous regardez la carte, on nous dit que le néolithique commence à peu près entre moins 10 000 et moins 8 000 avant Jésus-Christ. C'est effectivement les dates qu'on va conserver. Ça correspond en plus de toute façon au travail que vous aviez fait, parce que le village qu'on était en train d'étudier, qui est un des premiers villages du monde, j'y reviendrai, il date de 9500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près dans cette période. Notre néolithique déjà, donc il démarre vers moins 10 000, moins 8 000. Où ça on a dit au Proche-Orient. Pourquoi au Proche-Orient? Si on regarde un petit peu ce Proche-Orient, il y a deux éléments qui sont assez importants, ce sont des fleuves. Des fleuves très très grands, très très longs, qui sont le Tigre et l'Euphrate. Regardez tous, essayez de bien voir ce Tigre et l'Euphrate. Parce qu'en fait, ce Tigre et cet Euphrate, ces deux fleuves très très proches, vont permettre en fait d'avoir tout autour d'eux une terre très très riche. Quel est l'intérêt d'avoir une terre très très riche? Eh bien, sur une terre très très riche, on va pouvoir faire pousser beaucoup plus facilement des plantes. Et comme on le verra juste après, effectivement, le néolithique, la base du néolithique, c'est le fait que l'homme invente en fait l'agriculture. Et donc, vu que les hommes vont s'installer dans ce Proche-Orient avec une terre très très riche, on appelle ça aussi une terre fertile, une terre qui fait facilement pousser les plantes, et ben c'est là où les hommes vont en premier, pour la première fois, se rendre compte qu'ils peuvent eux-mêmes, parfois, planter des plantes, planter des aliments qu'ils ont sélectionnés avant. C'est-à-dire que jusque-là, les aliments, comme on l'avait vu au Paléolithique, les hommes allaient les cueillir, mais finalement, la seule chose qu'ils faisaient, c'est que s'ils tombaient sur un fruit, ils le prenaient, mais il ne leur était jamais venu à l'esprit qu'ils pouvaient peut-être essayer de les faire pousser. C'est dans ce Proche-Orient donc que les hommes, pour la première fois, vont commencer à faire pousser des plantes.
Cette zone, du coup, comme je vous disais, qui est très fertile, qui, si vous regardez, ressemble un petit peu à une sorte d'escargot ou de croissant, on appelle ça. Et bien, justement, en histoire-géographie, on a l'habitude d'appeler cette zone le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est donc cette zone du Proche-Orient, comprise entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate, dans laquelle les hommes vont pour la première fois, d'eux-mêmes, faire pousser des plantes, et même un petit peu plus. Alors, avant de voir justement en détail l'agriculture, ce sera notre deuxième point, quand même un petit point sur l'apparition du néolithique. Ça apparaît pour la première fois dans ce croissant fertile, mais si vous regardez la carte 3, page 39, on peut se rendre compte en réalité qu'il n'y a pas qu'au Proche-Orient que l'homme a inventé et a maîtrisé l'agriculture. La maîtrise et l'invention de l'agriculture, en réalité, se font de manière un petit peu spontanée dans plusieurs parties, dans plusieurs endroits du monde. Et ça, vous pouvez en voir plusieurs endroits. Regardez par exemple au niveau de l'Amérique centrale, de l'actuel Mexique, où on apprend à faire pousser des plantes dès 5000, 3000 avant Jésus-Christ. En Chine aussi, si vous regardez à l'est de la carte, en Chine, dès 8000 à 7000, on commence aussi à faire pousser des plantes. Ou bien même au cœur de l'Afrique, à partir de moins 8000. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pendant très longtemps, les historiens ont cru que l'agriculture et le néolithique étaient nés uniquement au Proche-Orient. Et en réalité, on se rend compte aujourd'hui que, spontanément, c'est apparu dans de multiples endroits du monde. Donc, 3 éléments à retenir sur cette partie date et zone d'apparition. Donc, premièrement, l'apparition du néolithique entre moins 10 000 et moins 8 000 pour la première fois. Pour la première fois, c'est dans quelle zone? C'est dans le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est donc cette zone au Moyen-Orient, qu'on a vu juste avant. Et enfin, dernier élément à retenir, c'est que ce néolithique, de manière spontanée, il apparaît un petit peu partout dans le monde. Deuxième élément important, ce sont les nouvelles pratiques alimentaires. J'ai déjà été obligé de le dire un petit peu, mais ce néolithique se caractérise par quoi? C'est quoi réellement la révolution? La révolution, c'est l'invention de l'agriculture. L'agriculture, du coup, je vous rappelle, c'est le fait de faire pousser, d'avoir la volonté de faire pousser son alimentation. Et cette alimentation, c'est quoi? Si vous regardez la carte 3, page 39, les premières plantes qui ont été maîtrisées par les hommes, ce sont des céréales. Ces céréales, vous avez du blé, vous avez de l'orge dans le Proche-Orient. Mais si vous regardez un petit peu dans les autres zones, on voit que par exemple en Chine, les hommes se sont mis à maîtriser le riz, ou alors au Mexique, les hommes se sont mis à maîtriser les avocats ou le maïs. Donc dans les nouvelles pratiques alimentaires, il y a l'agriculture, le fait de faire pousser les plantes. Mais si vous regardez bien la carte, il n'y a pas que ça. Le fait que les hommes commencent à maîtriser les plantes vient avec un autre élément, c'est que les hommes commencent également à domestiquer les animaux. À partir de moins 10 000, les hommes commencent à se rendre compte qu'ils peuvent façonner leur environnement, qu'ils peuvent façonner la nature. Ils peuvent du coup sélectionner et choisir les plantes qu'ils vont faire pousser, et même ils commencent à se rendre compte que s'ils gardent des animaux, par exemple s'ils récupèrent des animaux qui sont bébés, je sais pas, qui récupèrent des petits louveteaux, imaginons, ils récupèrent ces petits louveteaux, et s'ils voient que dans une portée de louveteaux, il y en a quelques-uns qui sont assez obéissants, qu'ils les font se reproduire, en l'espace de quelques générations, ils créent en fait un animal qui devient domesticable et domestiqué. Ce que je viens de vous raconter là, c'est pas une invention, c'est en fait la manière dont les chiens ont été domestiqués par l'homme. Les chiens viennent d'où? Ce sont en fait des loups du coup, qui ont été qui ont été pris par les êtres humains, sélectionnés par les êtres humains, et au bout de plusieurs centaines d'années, on en a fait une espèce à part entière. Et ça va se passer pour un nombre assez important d'animaux, enfin que des animaux qui peuvent servir les hommes, soit leur servir, le chien par exemple. Pourquoi il sert pour les hommes? Le chien, il va servir à 2 éléments principaux. Il va servir de protection, de gardien, mais il va aussi servir d'aide, notamment quand on est berger. Il va y avoir du coup, vu que les hommes vont devenir bergers aussi, il va y avoir aussi des animaux qui vont être domestiqués pour leur nourriture. On va domestiquer, si vous regardez bien votre carte, des moutons, des chèvres, des bœufs, des porcs, etc., etc. Des animaux qui, au départ, sont sauvages sous d'autres formes. Les bœufs, ce sont en fait ce qu'on appelait des aurochs ou des bisons.
qui ont été domestiqués. Les porcs, ce sont des sangliers qui ont été domestiqués, etc., etc. À chaque fois, le processus est le même, c'est-à-dire que l'homme prend des animaux qui lui servent, et au bout d'un certain temps, à force de les sélectionner, il crée une nouvelle espèce entièrement domestiquée, entièrement domesticable. Et donc ça, si vous vous rappelez un petit peu du cours sur le paléolithique, c'est complètement nouveau. Regardez un petit peu le document 4, page 39. Vous avez en fait une peinture qui a été réalisée vers moins 4000 à peu près, une peinture qui a été trouvée dans une grotte. Si vous vous souvenez des peintures qu'on avait vues au paléolithique, les seuls animaux qu'on voyait, c'était des animaux sauvages, c'est-à-dire des animaux que les hommes chassaient. Désormais, qu'est-ce qu'on voit sur les peintures à ce moment-là? Eh bien, on commence à voir des animaux, cette fois-ci, domestiqués. Des animaux domestiqués, vous voyez sur cette image des bœufs, justement, des bœufs. Mais vous voyez également un chien. On voit bien donc la différence. Ce sont des animaux que vous n'auriez jamais trouvés sur les peintures du paléolithique. On voit donc qu'il y a une vraie différence, un vrai changement qui s'est fait. Alors malgré tout, même si les hommes, du coup, désormais, mangent surtout de la nourriture qu'ils créent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes, soit qu'ils font pousser grâce à l'agriculture, soit qu'ils élèvent comme des animaux domestiques. Malgré tout, il faut quand même noter que les hommes continuent à exercer leurs activités de chasse, de pêche et de cueillette, comme au paléolithique. Mais ces activités-là sont désormais secondaires. La manière la plus importante pour manger au néolithique, c'est tout ce qui vient de l'agriculture et de l'élevage. Et ça, c'est un changement majeur. Pourquoi c'est un changement majeur? Parce que ce simple changement dans l'alimentation va entraîner les 3 autres conséquences qu'on va étudier maintenant. Première conséquence majeure, eh ben, c'est un nouveau mode de vie. Regardez, prenez la page 40 de votre manuel avec vous. Qu'est-ce qu'on voit sur le document 1, page 40? On voit en fait ici une photographie des restes d'un village, donc le village de Djerf El Ammar, qui est un des villages les plus anciens qu'on ait retrouvé. Donc un village qui date de 9500 avant Jésus-Christ. Rappelez-vous, au paléolithique, le mode de vie des hommes. Les hommes étaient nomades et ils vivaient dans quoi? Ils vivaient dans des espèces de petites huttes, des petites tentes qui étaient soit faites en bois, soit faites en peau. L'objectif de ces tentes, c'était d'être repliées assez vite, comme ça on pouvait bouger et changer de lieu. Qu'est-ce qu'on voit ici, sur ce village? Ce que l'on constate, c'est que les habitations désormais ne sont plus en bois principalement et plus en peau principalement. Elles sont en quoi? Elles sont en pierre. Au moins les fondations sont en pierre. Pourquoi ça change tout? Eh bien, à partir du moment où vous construisez quelque chose en pierre, ça veut dire que vous vous destinez à rester sur place. D'accord? Vous ne comptez plus partir, parce que vous ne vous embêtez pas à faire un village comme ça, qui a dû prendre des années de construction, si vous comptez partir à la prochaine saison. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des villages en dur sont créés, des habitations sont créées. Les hommes, du coup, se mettent à rester sur place, à vivre au même endroit. Et ça, si vous avez bien vu le cours, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Au néolithique, les hommes deviennent sédentaires. Et quel est le lien avec ce que je vous disais avant, avec l'alimentation? Et ben, le lien, il est direct avec l'alimentation. Pourquoi les hommes ne bougent plus? Eh bien parce qu'avant, au paléolithique, les hommes, s'ils bougeaient, c'était pour chasser, pour suivre les troupeaux. Mais désormais, la nourriture, ils la font au même endroit. Lorsque vous faites pousser des plantes, vous ne pouvez pas partir avec vos plantes, vous êtes obligé de les laisser pousser au même endroit. Et puis en plus, ça prend du temps. Donc les hommes ne peuvent plus bouger s'ils veulent leur récolte. Donc ils vont rester sur place, ils vont s'installer, ils vont se sédentariser. D'accord? Ils deviennent donc sédentaires et commencent à vivre dans des villages. Des villages en pierre, des villages en dur, des villages aussi, on s'aperçoit aussi que les hommes vivent, ça je vous l'ai pas mis dans le cours, mais je vous le dis quand même à l'oral, vivent de plus en plus nombreux. Et pourquoi, à votre avis, les hommes vivent de plus en plus nombreux? Parce qu'avant les clans au paléolithique, on pense qu'il y avait rarement plus d'une vingtaine de membres. Alors que là, ici, on est face à un village qui a au moins une centaine d'habitants. Et bien, grâce à l'agriculture, vous créez plus de nourriture qu'avant. Et en plus de créer plus de nourriture, vous êtes capable de prévoir la nourriture que vous allez faire. Et ça va permettre donc de nourrir plus de personnes. Qui dit nourrir plus de personnes, dit que la population augmente. Ce qui fait que les hommes du néolithique non seulement vivent dans des villages au même endroit, mais en plus ils sont capables de nourrir plus de monde et de vivre en étant plus nombreux côte à côte.
Donc ça, c'est un changement majeur parce que désormais, il va y avoir de moins en moins, il y en a toujours, attention, il y en a toujours, mais il va y avoir de moins en moins d'hommes qui vont vivre de manière nomade. La grande majorité des hommes vivent de manière sédentaire au même endroit. Tout cela s'accompagne en plus, c'est une autre partie, de l'apparition de nouvelles techniques, notamment de nouveaux outils, ou bien de nouvelles techniques pour réaliser les outils. Regardez, si vous regardez le document 2, page 41, mais aussi le document 1, page 36, vous verrez qu'une des premières raisons déjà qui fait qu'il y a de nouveaux outils, eh ben, c'est qu'on va avoir besoin d'outils pour l'agriculture qui vient d'apparaître. C'est-à-dire que il va falloir des outils qui permettent spécifiquement de ramasser le blé que vous faites pousser. Vous avez un exemple très précis avec la faucille. Si vous regardez justement le document 1, page 36, vous voyez une jeune fille du néolithique, en train justement de ramasser le blé qui a été fait pousser par son village grâce à cette faucille. Donc en fait, on va inventer des nouveaux outils qui vont avoir un objectif agricole. On va en plus développer, et ça c'est uniquement grâce à l'évolution des techniques, des outils de plus en plus efficaces. Et ça notamment grâce à un moyen, c'est-à-dire plutôt que de casser les pierres pour en faire des bouts bien tranchants, on va se mettre à les polir, les pierres. Les polir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les frotter, très très longuement pour qu'elles aient une surface lisse. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que vos outils en pierre polie sont beaucoup plus solides, résistent beaucoup plus longtemps, et sont même parfois encore plus coupants que les autres. Vous avez un exemple, si vous regardez le document 2, page 41, de la hache, vous avez une tête de hache en pierre polie, une pierre qui a sans doute été frottée très très longuement, et qui a une solidité extrêmement importante. Donc, vous avez des nouveaux outils, des nouveaux outils comme ça. Donc, des nouvelles techniques, la pierre polie, et également des outils qui ont désormais des orientations agricoles. Et puis, il y a un dernier élément quand même, qui est assez important, c'est que si vous regardez bien, il y a sur ce document une pointe de flèche en obsidienne. Cette pointe de flèche en obsidienne, elle ne sert pas à chasser. J'ai vu plusieurs groupes qui travaillaient sur la question me dire qu'elle servait à chasser. Non, elle ne sert pas à chasser. À quoi elle pourrait servir, cette pointe de flèche? Elle va nous éclairer aussi sur un nouveau domaine de ces hommes du néolithique. Cette pointe de flèche, elle va servir à se protéger. C'est-à-dire que cette pointe de flèche et l'apparition des premières lances, l'apparition des premières haches de combat, vont avoir pour objectif, cette fois-ci, pour une fois, non pas de chasser, mais de s'en prendre à d'autres hommes, ou de se protéger d'autres hommes. Ce qu'on s'aperçoit aussi au néolithique, en regardant un petit peu les objets qu'il y a, c'est qu'il y a sans doute l'apparition aussi des premiers conflits, voire peut-être même des premières guerres entre clans. C'est-à-dire qu'on voit l'apparition des premières armes, qui ont une autre utilité que la chasse. Si vous regardez bien cette pointe de flèche d'ailleurs, elle sert sans doute au combat, mais elle sert sans doute aussi à l'apparat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à faire joli. C'est-à-dire que désormais, il va aussi y avoir des objets qui ne vont plus être là seulement pour leur utilité, mais qui vont aussi être là pour leur beauté, pour leur intérêt. Dernier élément que j'ai oublié quand même sur ces objets, et c'est un élément extrêmement important, c'est qu'avec l'apparition de l'agriculture, on va ramasser désormais énormément de nourriture d'un seul coup. Parce que lorsque votre champ, tout le blé a fini de germer, et que vous le ramassez, vous avez du blé en fait pour toute l'année. Qui dit autant de ressources dit il faut des moyens pour le stocker. Est-ce que les hommes du néolithique vont commencer à maîtriser, commencer à inventer? Si vous regardez le document 4, page 47, ils vont inventer les premières poteries, les premières céramiques. C'est-à-dire qu'en mélangeant un petit peu d'eau, de la terre, de la glaise, quelques éléments comme ça, en faisant des formes avec et en les laissant sécher, voire parfois en les mettant dans des fours pour les faire sécher, les hommes vont créer en fait les premiers pots, les premiers récipients dans lesquels ils vont pouvoir conserver leur nourriture. Ça aussi c'est extrêmement important parce que sinon les récoltes, on ne pourrait pas les conserver pendant une année entière. Le dernier élément enfin, c'est la transformation de la société. Au Paléolithique, on pense que les tribus, les hommes, s'organisaient d'une manière à peu près égalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde, il devait y avoir effectivement des chefs de famille, des chefs de tribus, mais on n'est même pas sûr. On n'a aucune idée en fait vraiment de l'organisation des hommes au Paléolithique. On n'est même pas sûr qu'il y avait vraiment des organisations humaines.
Au néolithique, c'est différent. Déjà, première chose, regardez bien encore ce village de Djerf El Ammar, document 1, page 40. Si vous le regardez bien, vous voyez donc un village qui est construit en pierre. Mais si vous regardez bien, les bâtiments, ils n'ont pas été mis au hasard. Ça veut dire que tout a été construit dans un but précis. Et si tout a été construit dans un but précis, à une place précise, c'est que ces hommes-là sont organisés. D'accord? C'est qu'ils sont capables de réaliser des activités collectives, ensemble. Ils maîtrisent sans doute des langues pour pouvoir communiquer et s'organiser suffisamment bien pour pouvoir réaliser un village comme ça. Qui dit organisation, dit aussi sans aucun doute, même si on n'a pas de preuves formelles, l'apparition des premières hiérarchies. Qu'est-ce que c'est qu'une hiérarchie? La hiérarchie, c'est le fait que vous avez des hommes qui commandent et vous en avez d'autres qui obéissent. Et puis vous en avez qui obéissent à certaines personnes et qui commandent certaines autres personnes. D'accord? La hiérarchie, c'est ça, c'est qu'il y a des chefs, des sous-chefs, des gens qui obéissent. En fait, ce qu'on pense, ce que les historiens pensent, c'est qu'au néolithique, l'organisation des villages va nécessiter en fait la mise en place de pouvoirs politiques. Va nécessiter en fait l'apparition de chefs, de responsables en fait du village. Et ça, donc, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est prouvé par le fait que ces villages sont très bien organisés, ils ne sont pas du tout faits réalisés au hasard. Donc ça, c'est un élément très très important, c'est que le néolithique va obliger les hommes à s'organiser de cette manière. Au point d'ailleurs qu'on verra un petit peu plus tard ce qui va mener aux premières monarchies. On le verra lors du 3e chapitre d'Histoire, peu de temps avant Noël. Le dernier élément sur la transformation de la société, c'est qu'on est sûr que ces villages, ces hommes du néolithique, communiquaient entre eux. C'est-à-dire que les villages du néolithique n'étaient pas isolés dans un endroit. Non, il y avait en fait de vrais rapports entre eux. Et comment est-ce qu'on le sait? Regardez, lisez bien le document 3, page 41. C'est un document un petit peu long, mais si vous allez tout à la fin, donc c'est une historienne de la préhistoire qui parle, cette historienne, elle nous dit, je la cite, « Les villageois ont des relations avec d'autres groupes humains. Ils vont en Turquie chercher de l'obsidienne, qui coupe encore mieux que le silex, et dont ils ont besoin pour faire de belles flèches. » Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire en fait que les êtres humains, il se trouve qu'il y a certains villages qui vont être à côté de ressources importantes, par exemple une ressource d'obsidienne, que le village qui est situé 50 km plus loin n'a pas. Et bien ce qui va se passer, c'est que le village qui a de l'obsidienne va commencer à faire du commerce. C'est-à-dire qu'il va échanger son obsidienne contre, je sais pas, de la viande par exemple qui vient du village d'à côté. Et ça on le sait parce que on retrouve en fait on retrouve dans des villages qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas d'obsidienne à côté de chez eux, on retrouve des pointes de flèches d'obsidienne. Ça veut dire qu'on sait qu'ils ont été échangés avec d'autres villages situés plus proches de ce genre de site. Ça change les choses parce que qui dit commerce dit circulation des hommes. En fait, on se rend compte que les hommes du néolithique produisent du coup leur nourriture, leurs ressources dans les villages et s'en vont vers d'autres villages pour l'échanger contre autre chose. Alors un petit point, et on va finir là-dessus, un petit point justement de vocabulaire. Ce commerce, il ne se fait pas avec de l'argent, ça n'existe pas encore l'argent à l'époque. Il se fait à base d'échanges, je t'échange mon obsidienne contre des peaux de bêtes, je t'échange mon obsidienne contre de la viande. Ça c'est ce qu'on appelle le troc. Le troc c'est quand vous échangez, quand vous faites du commerce en échangeant un objet contre un autre. Et ça, c'est nouveau aussi au néolithique. C'est du moins dans cette période-là, on a le plus de preuves de ce type de rapport entre les hommes. Donc, pour finir et pour conclure, parce que le cours désormais est terminé, le néolithique, ça va quand même assez vite, on voit bien en fait que tout change, tout est révolutionné grâce à une chose, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui fait que les hommes deviennent sédentaires. C'est l'agriculture qui fait que les hommes ont besoin de nouveaux outils. C'est l'agriculture et du coup le fait qu'il y ait de plus en plus de richesses dans les villages qui fait qu'il y a l'apparition des premiers conflits. C'est l'agriculture qui fait qu'on a désormais besoin de chefs, qu'on a besoin de hiérarchie pour commander les villages. D'accord ? Donc retenez bien que le néolithique, cette apparition de l'agriculture, change toute notre histoire, toute l'histoire des hommes. Voilà, je vous laisse du coup là-dessus, j'espère que ça vous a aidé.
Si des fois vous avez des questions, s'il y a des soucis, n'hésitez pas. Si cette vidéo va trop vite, n'hésitez pas à faire des pauses, hein, d'accord? Parce que c'est un petit peu long. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Pronote, n'hésitez pas s'il y a le moindre souci, voilà, je suis disponible, je suis toujours là, d'accord? Je suis là toute la semaine pour vous aider. Et je compte bien que même malgré mon absence, donc je suis désolé d'ailleurs, je suis absolument désolé pour les difficultés que ça peut vous poser à vous ou à vos parents. Même si je suis absent, en tout cas les cours continuent et on continue à avancer dans le programme, on finira le programme comme prévu. Donc je vous souhaite une bonne semaine, bon courage aussi pour vos cours et l'enseignement à distance continue. Au revoir à tous.